Je suis très heureux d'accueillir sur cette scène RL Thévenon-Poulenec et Antoine Fouché pour cette dernière table ronde. J'aurais dû commencer par me présenter. Je suis Maxime Sbailly, directeur stratégique du Club Landois. Je vais me rapprocher quand même, parce que ça va faire bizarre si on est très éloigné comme ça. RL, pour vous présenter rapidement, vous êtes docteur en droit, délégué général de l'Institut pour l'innovation économique et sociale. Vous avez été directrice des études de l'Institut de l'entreprise. Vous avez travaillé aussi à l'Association française des entreprises privées, l'AFEP. Vous avez écrit de nombreux ouvrages consacrés à la protection sociale et au travail. On peut citer notamment Les vertiges du télétravail, Les nouvelles dimensions du partage de la valeur et dernièrement l'État-prévoyance, un nouveau contrat social pour le XXIe siècle. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur l'État-prévoyance, l'État-providence. Antoine Fouché, vous avez étudié les lettres modernes, la philosophie. Vous êtes diplômé de Sciences Po et vous dirigez aujourd'hui le cabinet de conseil en stratégie Quintet. Vous avez été conseiller technique de Xavier Bertrand, ici d'ailleurs, je crois, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, administrateur au Sénat. Vous avez été directeur général adjoint du MEDEF en charge du pôle social et vice-président de Schneider Electric France. Et enfin, directeur du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, donc de 2017 à 2021. Et vous avez récemment publié un livre aux éditions de l'Aube qui s'appelle « Le travail qui ne paye plus ». Alors, on voulait terminer cette matinée dédiée à l'aidance en parlant de la démographie. Sybille disait l'aidance, finalement, c'est le miroir de la dépendance en entreprise. La dépendance, c'est le reflet du grand vieillissement de notre population. C'est une méga tendance qu'on a souvent tendance à vouloir ignorer, mépriser. Pour vous donner quand même 3 chiffres, pour vous donner la mesure de cette lame de fond qui est qu'on est en train de tous ressentir, on aura 4 millions de personnes dépendantes en 2050. Ça ne nous est jamais arrivé. Si on extrapole les courbes actuelles, qu'on compare la France de 1960 à celle de 2070, on aura divisé par 2 la proportion des enfants de moins de 5 ans dans notre population et multiplié par 3 celle des plus de 65 ans. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Et dernier point, puisqu'on parle beaucoup des territoires, il y a aujourd'hui déjà un tiers des territoires qui sont en décroissance démographique. Et d'ici 2050, on va avoir 64, en gros les 2 tiers des territoires qui auront plus de 30% de leur population qui aura plus de 65 ans. Donc c'est une lame de fond, d'ailleurs on dit lame de fond, on dit explosion démographique, on dit hiver démographique. Moi je m'y perds un petit peu dans les mots. En fait on ne sait pas exactement le nommer puisqu'on n'a jamais été confronté à ça. Dans la table ronde précédente, il y a été la question comment faisaient nos parents et nos grands-parents. Ils n'étaient pas confrontés à ça. Ils n'étaient pas confrontés à une pyramide des âges qui n'a plus rien de pyramidal, à 24 millions de baby-boomers qui, grâce aux avancées de la médecine, de la science, vivent plus longtemps que jamais. Un volume aussi, 24 millions, c'est le rebond nataliste de l'après-guerre. On ne fait plus de bébés aujourd'hui en France, en tout cas quasiment plus, mais on vit très longtemps, on vit mieux que dans d'autres pays. C'est tant mieux, mais ça a un coût, c'est un défi collectif qu'il faut relever. Alors on est ici dans l'amphithéâtre Pierre Laroque. Pierre Laroque, ça a été rappelé, a été quand même un des pères fondateurs de la sécurité sociale. Il a été aussi à l'origine d'un rapport qui est sorti en 1962, qui s'appelle le rapport Laroque, qui a été aussi la base de toute la politique sociale, politique publique qui a été mise en place envers la vieillesse à l'époque. Ça avait fait un espèce d'électrochoc. Aujourd'hui, on aimerait bien sur la dépendance qu'il y ait la même chose. Ça fait quand même plusieurs quinquennats, pour ne pas dire décennies, qu'on attend cette fameuse loi grand âge, qu'on attend du financement, qu'on attend une structure, une égalité aussi de traitement au niveau national, puisqu'aujourd'hui c'est quand même pas mal délaissé aux départements et aux communes. Bref, la dépendance, on a créé la 5e branche, il n'y a pas de financement, il n'y a pas vraiment d'orientation stratégique, donc on se pose toujours cette question-là. Les aidants payent de leur temps la dépendance, on l'a vu, beaucoup d'entreprises agissent, beaucoup d'associations agissent déjà sur le terrain. Comment est-ce qu'au niveau collectif, on arrive à joindre les 2 bouts, en même temps d'avoir des coûts qui augmentent, puisque la dépendance, ça va être, si je reprends les chiffres de la HRTDTE de ce cher Jean-Hervé Lorenzi, donc qui est membre du Club Landois, ça va être plusieurs dizaines de milliards d'euros par an sur la prochaine décennie, donc c'est pas rien. Les retraites, on a les tuyaux. La dépendance, on n'a même pas encore la plomberie pour savoir comment on va financer tout ça. D'où ma première question, elle n'est pas moindre à nos invités. Comment est-ce qu'on règle collectivement ce coût? En tout cas, comment on relève le défi financier de la dépendance dans un pays qui vieillit comme jamais? Comment est-ce qu'on arrive surtout à prendre le temps long en considération, ce mur démographique qui arrive et qu'on est en train de ressentir, alors que le temps politique aussi se raccourcit? Comment on arrive à réconcilier les deux? Peut-être Antoine, première réponse de ta part?
Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureux et honoré d'être parmi vous ce matin. C'est quand même très, très difficile. Ta première question, je pense que si on n'y arrive pas gouvernement après gouvernement, c'est pour des bonnes raisons. Rappelez les bonnes raisons. Alors, je suis désolé parce que ça va être quelques chiffres un peu macroéconomiques et du coup un peu désincarnés par rapport à la table ronde, enfin à la discussion précédente et surtout à l'intervention précédente qui rappelait fondamentalement à juste titre que c'est le plus important, c'est que c'est des hommes et des femmes derrière, des individus. Mais en même temps, c'est aussi une collectivité qui doit avoir un budget pour ça, parce que sinon, chaque homme et chaque femme ne peut pas prendre ou prendre en charge dans des bonnes conditions son prochain. On a un vrai sujet collectif de financement parce qu'on est déjà l'un des pays du monde, d'Europe et du monde, qui dépensons le plus et dépensons le plus sur le social. C'est peu connu, mais nos seules dépenses publiques qui augmentent depuis 50 ans, ce n'est pas les dépenses d'éducation, ce n'est pas les dépenses de justice, ce n'est pas les dépenses de sécurité. Les dépenses de défense, elles ont baissé, elles remontent un petit peu. C'est les dépenses sociales. Et dans les dépenses sociales, 11 points de PIB, ça fait 320 milliards d'euros par an, chaque année, hein, qu'on consacre de plus au social par rapport à il y a 40 ans. Et là-dessus, c'est essentiellement des dépenses de retraite, un peu d'assurance maladie et de solidarité. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça fait 7 points de plus, par exemple, pardon pour tous ces chiffres, hein, mais ça explique aussi pourquoi on a très peu de marge de manœuvre, alors que d'autres pays qui ont fait d'autres choix ont plus de marge. Mais on a 7 points de plus de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires, par exemple, que les Allemands. Ça fait 200 milliards. Donc, si on mutualisait la richesse comme en Allemagne, et je vous assure, pour avoir toute ma belle famille qui est allemande, qui vivent bien en Allemagne, si on avait 210 milliards de marge supplémentaire, par exemple, comme les Allemands ont, on se poserait la question dans des conditions moins tendues. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire, me semble-t-il, qu'on n'a pas de marge. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, mais pour lancer le débat, on n'a pas de marge sur les prélèvements obligatoires dans notre pays. Parce que sinon, il faut lancer un sondage sur qui veut payer plus. Et je pense qu'il n'y a pas de candidat. En tout cas, il me semble-t-il, ça ne peut pas être les travailleurs. Et je ne dis pas que les salariés. Hein, salariés, fonctionnaires, indépendants. Les 30 millions d'actifs en général dans le pays. Aujourd'hui, quand on gagne 100 € en travaillant, on en garde seulement 54. On en gardait 60 il y a 30 ans. On en gardait 70 il y a 50 ans. Donc on n'a jamais autant sollicité les travailleurs pour la solidarité nationale dans l'histoire de notre pays. Après, du coup, ça peut être les entreprises, sauf que certaines peut-être, mais on est dans une économie ouverte. Et donc, si on taxe davantage les entreprises, on a un risque simplement d'appauvrissement collectif, avec des entreprises qui produiront moins ou qui produiront ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer pour une partie. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a un problème de financement. Reste deux tabous dans le pays qu'il faut peut-être ouvrir et qui est en train d'être ouvert de plus en plus, de plus en plus. Le premier tabou, c'est le tabou du patrimoine. Parce que je dis que c'est un tabou parce que quand vous prenez les enquêtes de sondage, il y a 82% des Français qui sont hostiles à une augmentation de la taxation du patrimoine et de la taxation sur l'héritage. Sauf que c'est en fait l'une des seules sources de revenus qui continue à croître de façon très importante et à laquelle, me semble-t-il, on peut toucher sans faire de dégâts sociaux. Maxime rappelait qu'on est dans la salle Pierre Laroque. Il y avait une logique à financer la sécurité sociale sur le travail en 1945, 50 et pendant des décennies, une logique économique très puissante, puisque c'était le travail qui, grâce à la démographie et à la productivité, augmentait chaque année de façon, la ressource travail, qui augmentait chaque année de façon très puissante, et donc ça dégageait les ressources nécessaires pour financer des dépenses toujours plus importantes. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, pour exactement les mêmes raisons qui faisaient que c'était le cas il y a 70 ans, c'est-à-dire la démographie, Maxime l'a dit avec des chiffres éloquents,
c'est fini. C'est-à-dire la population active française stagne et la productivité, elle stagne aussi. Et donc c'est pour ça qu'on a chaque année des déficits, etc., qui fait de sécurité sociale et qu'on n'arrive plus à financer notre modèle de protection sociale sur le travail. En revanche, il y a une ressource qui était détruite après 2 guerres mondiales, qui s'est reconstituée 70 ans après, c'est le patrimoine. Le patrimoine financier, le patrimoine immobilier, qui lui augmente au même rythme que le travail augmentait dans les 30 Glorieuses. Et donc ce sont 70 ans après la sécurité sociale, c'est pour les mêmes raisons de ressources dynamiques, puissantes et qui augmentent d'année en année, pour les mêmes principes qu'il faudrait faire financer davantage notre système de protection sociale et la dépendance par le patrimoine et l'héritage. C'est au nom des principes de la ROC qu'il faudrait faire ça, parce que ça marcherait, c'est cette ressource-là qui est dynamique par rapport au travail, qui était la ressource dynamique d'il y a 70 ans. Ce qui a aussi changé juste avant de donner la parole à RL, c'est qu'effectivement, la sécurité sociale telle qu'elle a été fondée en 1945, c'était sur 3 primats, enfin 3 idées, qui étaient que la pyramide des âges resterait pyramidale, que la jeunesse serait toujours majoritaire et que les générations allaient toujours se renouveler. Et ça marchait effectivement quand ces 3 postulats en fait, étaient vérifiés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et donc effectivement, ça pose beaucoup de questions. RL, Antoine dit il faut, en fait, il y a un besoin de financement. Ce besoin de financement, il faut le faire basculer finalement du travail vers le patrimoine, de la ressource rare vers la ressource qui est devenue abondante. Qu'est-ce que tu en penses? Et aussi peut-être si tu pouvais développer cette idée d'état-prévoyance que je trouve très intéressante, surtout dans une logique démographique justement où on est sur des tendances très longues qui nous obligent à regarder un petit peu plus loin que la prochaine élection ou la prochaine dissolution. Merci. Merci pour cette invitation et merci pour ces questions. Alors, quand on voit le sujet aujourd'hui de la dépendance, voilà, on est au pied du mur. Il y a quelques années, on n'avait pas anticipé le sujet, même si on était prévenu, il y a des biais cognitifs, etc. Aujourd'hui, là, nous sommes de plus en plus nombreux à le vivre. Donc là, on ne peut plus le nier. Et le premier réflexe dans ces cas-là, qui est un réflexe bien français, c'est de faire appel à maman, papa, État, et de penser que l'État, la providentielle, il pourvoira cet être divin qui pourvoit sans limite au bien-être de chaque Français. Et en matière de dépendance, face à ce drame, face à ce vertige, la tentation est forte de se dire que l'État va nous aider. Alors, je dis ça, on a vu ce matin que ce n'était pas le cas, qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais c'est contre ça qu'il faut lutter, parce que l'État ne peut pas tout. L'État ne pourra pas faire à la place. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable, parce que s'il y a des choses un certain nombre de situations qui doivent être prises en charge par l'État et mutualisées sur un périmètre très large, il n'est pas sain que nous soyons tous logés à la même enseigne, surtout sur des sujets aussi intimes que la fin de vie. Donc, l'idée, c'est qu'il faut changer de posture vis-à-vis de cet État et abandonner l'idée que la providence y pourvoira et basculer dans « aide-toi et l'État t'aidera ». Et d'arriver à comprendre qu'il faut aujourd'hui, face à ces défis, il y a la dépendance, mais il y en a aussi bien d'autres. Antoine a cité l'éducation, l'innovation, les enjeux géopolitiques, etc. Ce sont des enjeux sur lesquels on a besoin que l'État se mobilise. Et s'il y avait des marges, serait-il souhaitable que ces marges soient mobilisées sur la prise en charge de la dépendance plutôt que sur l'éducation ou la défense du territoire national? C'est une question. Bon, là, nous, on est à l'os, le problème ne se pose même pas. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à réfléchir à ce qui relève de la responsabilité et du rôle de la puissance publique, et donc de la mobilisation de la collectivité nationale, de la solidarité nationale, et ce qui relève de la responsabilité de chacun ou de chacun organisé avec d'autres. Et l'idée donc nous on appelait ça l'État-prévoyance comme un modèle social alternatif qui est invité à prendre le relais de l'État-providence, qui est un changement de paradigme dans lequel, au tout État, on substitue un partage des rôles entre l'État et la société civile organisée avec des périmètres de mutualisation qui peuvent être différents, avec les entreprises, les personnes individuelles. Alors sur la dépendance, ça peut être les familles, etc.
Donc cette idée est assez essentielle et c'est pas facile de revenir là-dessus. Alors, ce que Maxime a dit, c'est que Pierre Laroque avait conçu son système, mais il avait déjà anticipé le fait que c'était fragile en réalité. On retrouve des déclarations de Pierre Laroque en ce sens. Et le système craque depuis 1980. Donc là, on est au bout. Et la dépendance est un des sujets qui nous place vraiment au pied du mur. Est-ce que c'est déjà trop tard? C'est un peu provocateur comme question, mais c'est des débats qu'on a depuis 20 ans. Certains de vous dans la salle les connaissent par cœur et ont déjà assisté, j'imagine, à des dizaines de tables rondes posées là-dessus. On avait encore un petit peu le temps de l'attente, quelque part, dans les années 90, 2000. Aujourd'hui, les besoins sont là. Il y a des familles qui sont démunies parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les moyens. Elles se retournent vers un système de santé qui n'est pas préparé, en tout cas qui n'est pas, on va dire, qui est plutôt démuni, et c'est encore plus le cas dans certains territoires. Donc on est quelque part dans le mur démographique, il est là. Les baby-boomers commencent à rentrer dans des âges de forte dépendance. Les premiers arrivent à l'âge de 80 ans, où ça commence, la vieillesse peut commencer à être handicapante, et où là, l'accompagnement des familles ne suit plus. Alors les aidants, les entreprises, les associations font tout ce qu'elles peuvent, mais au bout d'un moment, la question devient sociétale. Est-ce qu'on peut encore attendre et sinon, que faire immédiatement? Deuxième question facile. C'est la fin de la journée, hein, je me permets. On devra résoudre le problème à un moment donné ou un autre, je pense, parce que tu as eu la modestie de ne pas le dire, mais ton dernier livre, Les balançoires vides, montre que le sujet est devant nous de façon claire, nette, hyper convaincante. Et donc, le sujet se pose, il est là depuis quelques décennies. On bricole, plus ou moins bien, voilà, mais on va devoir le traiter. Et me semble-t-il, on n'arrivera à le traiter globalement que, mais peut-être que je me trompe pas, mais que si on arrive à partager collectivement en France une vision de nos grands enjeux du XXIe siècle. Alors une fois que je dis ça, c'est un peu grandiloquent, mais j'essaie d'être très concret. C'est à l'occasion d'une campagne présidentielle ou de référendum. Il faut qu'on décide collectivement quelles sont nos priorités nationales au XXIe siècle. Et donc, entre notre liberté, notre consommation, notre production, notre indépendance, la prise en charge de la dépendance, le rapport entre les générations, actifs, inactifs. Et c'est à mon avis, seulement quand on aura eu ce débat-là et qu'on aura fait nos choix, qui seront ce qu'ils seront, que le sujet sera débloqué. Parce que pour l'instant, me semble-t-il, ce qui fait qu'on n'y va pas, c'est deux choses qu'on n'arrive pas à se dire entre Français, enfin je veux dire dans le débat public sans que ça soit trop polémique. C'est l'inéquité intergénérationnelle actif-inactif qui est déjà très forte et qui fait que les actifs ne veulent pas payer davantage pour les inactifs, c'est-à-dire pour les retraités. Premier sujet. Et deuxième sujet, ce que je disais tout à l'heure sur la croissance des dépenses sociales, qui fait qu'on n'est plus autonome sur notre sécurité, qu'on est devenu une économie de consommation et plus une économie de production, et qu'on décroche au niveau de l'éducation, qui fait que la France sera un pays de sous-traitants en 2050 si on continue comme ça. Et donc à un moment donné, comme on ne peut pas tout faire, il va falloir qu'on fasse des choix, et on est obligé. Et tant qu'on ne sait pas dire entre adultes, entre citoyens adultes, voilà, comme dans une famille, on ne peut pas tout faire. Et donc, c'est quoi les choix qu'on va faire? Et donc, à quoi on va renoncer? Ou comment on va s'organiser pour essayer de faire au mieux? On n'arrivera pas à traiter sérieusement cette question. Je veux dire, financièrement parlant, macroéconomiquement parlant, cette question de la dépendance. D'autant plus que tu n'en parles pas, mais il y a la transition écologique aussi à financer à côté, la transition démographique. Ça fait beaucoup de dépenses en plus qui risquent effectivement de rentrer en conflit à un moment. RL, le blocage, il est politique. Est-ce que c'est l'ordre d'une société qui doit maintenant se poser les questions et se donner un ordre de priorité
ou est-ce que c'est un peu plus profond que ça, à savoir peut-être est-ce qu'on est encore dans une forme un peu de déni sur ce vieillissement, qu'on ne veut pas le voir, qu'on ne veut pas le regarder en face parce que c'est jamais agréable de se voir vieillir, c'est là encore moins collectivement. Est-ce qu'on en prend vraiment conscience ou est-ce qu'on est simplement dans encore cette procrastination du passé sans cesse? C'est vrai que le signal d'alarme est tiré depuis des années et que les choses ne bougent pas et que des choses aussi évidentes comme la nécessité de travailler plus longtemps, on voit bien que ça ne percute pas. Et on s'interroge. Donc il y a mille explications. Je partage l'idée qu'il faut arriver à avoir un projet, un horizon et faire des choix. Et qu'effectivement, l'élection présidentielle en France est le moment pour poser ces projet. Il ne s'agit pas de dérouler des grands programmes, c'est vraiment un projet en 3 lignes, un projet de société. Et alors, espérons que la prochaine échéance, dont on ne sait pas trop quand elle va arriver, soit l'occasion d'avoir ces discussions. Mais une des choses qui permettrait peut-être d'avoir cette discussion, c'est que chaque Français aujourd'hui voit bien que le système craque. On va à l'hôpital, on voit bien que ça ne fonctionne pas. On assiste un parent dépendant, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et donc on voit bien que ce système ne tourne plus rond. Et puis il y a aussi un sujet, c'est qu'on voit bien, et ça c'est un sujet qu'Antoine a beaucoup documenté, qu'on travaille et que ça finance, c'est le tonneau des Danaïdes. Et ça, les Français le supportent de moins en moins. Et c'est une des causes des fractures sociales très très larges qui minent la société. Donc chacun le sentant, on peut peut-être éviter que le FMI arrive à la porte et d'avoir cette discussion avant que le FMI frappe à la porte. Merci. Je vois qu'il y a des applaudissements. Est-ce que finalement la solution, c'est pas juste de se dire on vit collectivement plus longtemps, il faut travailler collectivement plus longtemps aussi. Au Club Landois, vous le savez, c'est aussi un cheval de bataille qu'on a, c'est l'emploi des seniors. Sybille a rappelé la charte signée par plus de 300 entreprises et qu'on veut continuer donc à faire valoir. L'emploi des seniors, c'est aussi un curseur culturel, c'est financier bien sûr, économique aussi. Est-ce que du coup, on voit d'ailleurs, nous au Club Landois, on avait fait un baromètre en demandant aux Français quel est votre âge idéal de départ à la retraite, c'était 59 ans. On s'est dit, c'est dans ce sens-là que ça va aller, c'est plutôt dans le sens inverse. Mais est-ce que là aussi, finalement, une partie de la solution de ce financement, c'est de se dire, en fait, on travaille plus longtemps, collectivement, justement au nom de la solidarité intergénérationnelle, au nom de l'économie française, pas juste pour le plaisir de se dire, on va faire 3-4 années de plus simplement pour embêter les gens. Erel, Antoine, comme... Si, on est obligé. Enfin, c'est quelque chose aussi d'assez inévitable. Mais la question, me semble-t-il, c'est qui et comment. Et donc, pour aller très vite là-dessus, le qui, à mon avis, c'est acceptable si c'est tout le monde, je veux dire de travailler plus longtemps. Et donc, la variable d'ajustement, c'est pas l'âge légal, qui est un truc qui ne concerne pas tout le monde, mais c'est la durée de cotisation. Et quand vous regardez sur les 25 dernières années, les réformes qui sont passées et les réformes qui ont fait beaucoup de manifestations, comme par hasard, les réformes qui sont passées, c'est celles qui ont touché, qui sont passées sans faire trop de bruit, qui ont été globalement acceptées dans la société ou moins moins refusées. C'est les réformes sur la durée de cotisation. Donc c'est Fillon 2003 et Touraine 2013. Et puis celles qui ont suscité beaucoup de colère, c'était l'âge légal, mais parce que l'âge légal c'est injuste, il faut c'est fondamentalement injuste. Et donc si on arrive à se dire ça, et donc ça veut dire que des gens peut-être comme nous qui ont eu la chance de faire des études un peu plus longues, on va pas bosser que jusqu'à 67, mais peut-être 70. Bah ouais. Peut-être, parce que pour arriver, si c'est 45 ans de cotisation qu'on a commencé à travailler à 25, on va travailler jusqu'à 70 ans. Ouais. Comme dans d'autres pays, comme en Suède, qui a passé une loi là-dessus. Et voilà. Et ça, donc ça, c'est le qui. Et puis le comment, à mon avis, il y a deux choses très très vite à faire pour que ça soit acceptable. Parce qu'il faut qu'on ait l'honnêteté aussi de se dire que spontanément, on a quand même plutôt envie, si on n'a pas choisi son travail, de travailler plutôt un peu moins pendant la vie qu'un peu plus. Donc, il y a deux choses, à mon avis, sur lesquelles on peut travailler. C'est des choix de société qu'on peut faire. La première chose, c'est la rémunération du travail.
Le travail qui paye plus, c'est un choix français, c'est un choix de société français. C'est différent dans d'autres pays d'Europe et donc on peut faire un autre choix, voilà, en transférant une partie du financement de la protection sociale sur d'autres sources de revenus que le travail. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un idéal collectif du travail qui soit atteignable et qui fasse que le travail, ça ne soit pas qu'un moyen de subsistance. Parce que si c'est qu'un moyen de subsistance, et qu'il y a d'autres moyens de subsistance, faire fructifier un héritage, la retraite ou d'autres choses encore, on ne voit pas très bien pourquoi on continuerait à travailler plus longtemps, si on peut vivre autrement qu'en travaillant. Et donc il faut que le travail, ça soit autre chose que de la subsistance pour le plus grand nombre, et donc que ça soit un facteur de réalisation de soi, de fierté de soi. Et ça peut l'être, à mon avis, quand le travail est choisi. C'est-à-dire si on se donne comme idéal collectif que le travail, ça soit un travail choisi par le plus grand nombre, alors ça devient acceptable, voire souhaitable, de travailler un peu plus, parce que c'est une forme de réalisation de soi et de fierté de soi qu'on garde avec soi plus longtemps. Et ce qui me fait penser que c'est possible, c'est la preuve, c'est que font les travailleurs une fois qu'ils sont à la retraite? Ils s'activent, ils font tout sauf ne rien faire. Ils s'occupent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ils se lancent dans des associations bénévoles, ils font de la politique. Le tissu associatif français, il est tenu par les retraités. Donc c'est une activité choisie. Et si ce n'était pas des retraités, il faudrait les rémunérer. Donc c'est des activités qui potentiellement sont un travail. Et donc si on arrivait à faire en sorte que le plus grand nombre possible parmi les 30 millions d'actifs choisissent leur travail, ça serait une toute autre histoire de se dire qu'on travaillerait plus longtemps. Et encore une fois, je pense que ça serait non seulement acceptable, mais peut-être pour une majorité souhaitable. Souhaité. Travailler plus longtemps, avoir un travail qui plaît, le rapport au travail du coup qui change aussi. Est-ce que tout ça, c'est des pistes de solutions à activer? Oui, parce que malheureusement, j'aurais adoré vous tenir le discours inverse, à savoir qu'on pourrait travailler moins longtemps, mais je ne le crois pas. Et ce qui est assez fascinant, c'est que au moment où l'espérance de vie recule, qu'on doit travailler davantage, produire davantage de richesses, etc., on voit qu'on ne veut plus travailler. Alors, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que cette question du rapport au travail fait couler beaucoup d'encre. On lit beaucoup de choses là-dessus, mais elle ne me semble pas complètement clarifiée. Il y a des dimensions économiques, mais il y a des dimensions culturelles, il y a des dimensions sociologiques. C'est à se demander si, comme Tocqueville constatait que plus une société devient égalitaire, plus les inégalités sont fortement ressenties, plus une société, globalement, évidemment, je ne parle pas de l'équarrisseur du fond de la Mayenne, qui a évidemment un job difficile, mais plus les conditions de travail, le travail devient facile, occupe très peu de temps à l'échelle d'une vie, moins on supporte ce qui est un peu difficile dans le travail. Bon, il y a toutes ces questions qui me semblent devoir être... Alors, un peu en lisant le livre de Maxime, qui mérite une deuxième page de publicité. J'en demandais pas tant. Comme Maxime explore cette question, pourquoi ne fait-on plus d'enfants aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il faudrait faire avec autant de soin et de manière aussi complète. Pourquoi aujourd'hui a-t-on autant de mal à travailler? Alors, pour essayer de rebondir sur ce qu'a dit Antoine, je partage l'idée effectivement qu'il faut un nouvel imaginaire, un récit. Et moi, je proposerais celui de la démocratie. Alors, c'est un peu strato dit comme ça. Je vais poser l'horizon et ensuite expliquer peut-être le comment le ramener à l'échelle concrète de l'individu. Pourquoi la démocratie? Parce que le travail est indissociable d'une société démocratique et c'est bien ce qu'on veut aujourd'hui. Et je renvoie à la lecture d'un bouquin que j'ai lu la semaine dernière qui me plaît beaucoup, qui est « Voulons-nous encore vivre ensemble » de Pierre-Henri Tavoyot, dans lequel il définit l'adulte. Et lui pense qu'on est dans une société post-pubère d'ados qui demandent toujours plus de liberté, mais toujours plus de protection et de pognon. Et définit l'adulte comme celui qui a de l'expérience, c'est-à-dire la capacité à faire face à des situations nouvelles parce qu'il a déjà réalisé des choses auparavant. Deuxième caractéristique de l'adulte, c'est l'adulte responsable, c'est-à-dire responsable de ses actes, mais responsable du fait d'autrui. Et troisième caractéristique, l'autonomie, c'est-à-dire la possibilité d'être soi-même, d'essayer d'être soi-même. Et qu'est-ce qui aujourd'hui
fait de nous un adulte, c'est le travail. Dans le travail, on a tout ça. Et donc le travail et la démocratie repose sur un nombre minimum d'adultes. Il faut des adultes pour faire fonctionner la démocratie et le travail permet. Alors, l'horizon est un peu abstrait dit comme ça. Comment? Alors, je reviendrai, là j'emprunte à une sociologue dont j'ai oublié le nom, 3 mots très éclairants. Le travail, c'est l'avoir, l'être et le faire. L'avoir, c'est la rémunération. Il faut effectivement que le travail paye davantage. Et la différence d'approche que j'ai avec Antoine, c'est que moi, je pense qu'il faut d'abord réfléchir à ce que doivent être les priorités de la dépense publique et ensuite, éventuellement, dérouler des réformes fiscales, de voir où on arrose et ensuite on voit où on met la pompe. Donc, la rémunération, mais c'est aussi la rétribution. Et ça, vous l'avez bien montré ce matin dans tous les exemples. L'entreprise peut proposer aussi beaucoup d'autres dispositifs qui ont une valeur et qui relèvent de la contrepartie qu'on a à son travail. Deuxième élément, l'être, c'est la reconnaissance. Et là, il nous faut un changement de mindset collectif. Il faut reconnaître les gens au travail, reconnaître l'apport de chacun dans le travail. Et pour reprendre une nuance de quelqu'un qui est cher à Sybille, le service, ce n'est pas la servitude. Et donc, d'arriver à reconnaître, rendre visibles les invisibles, en fait. Sinon, il y a toujours du travail choisi, il y a toujours des travails qui ne seront pas choisis parce qu'ils ne sont pas reconnus. Et la troisième dimension, c'est le faire, donc c'est la contribution, et ça rejoint l'autonomie. Comment, dans son travail à son échelle, quelles que soient ses compétences, quel que soit le métier, quel que soit le secteur, on réalise quelque chose, des petits projets, des grands projets, parce que c'est ça qui fait exister. Et là où on est à un momentum, pour reprendre la question, est-ce que c'est trop tard ? L'intelligence artificielle et la mise en place d'outils d'intelligence artificielle, notamment dans les entreprises, mais plus globalement dans notre vie, la vitesse avec laquelle ça déroule, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir au sujet. Et on voit bien comment des outils d'intelligence artificielle peuvent, à la fois, s'ils sont bien pensés, aider à alléger, peut-être à travailler plus longtemps, parce que ça va nous permettre de gagner plus, d'être plus reconnus et de faire davantage. Mais on voit aussi comment ça peut complètement ruiner le travail, et là, on aura beaucoup de mal à faire travailler les gens plus longtemps. Merci pour ce dernier mot optimiste. Il nous reste 6-7 minutes. On va prendre quelques questions dans la salle. On va les prendre à la suite. Merci. Guylaine Lajoanine, entre gitans, il ne faut pas se raconter la bonne aventure, là. C'est un électrochoc, c'est une révolution, revolverée, retournement. Certes, il faut aller dans les grandes poches, et vous l'avez magnifiquement bien dit. Il fallait aller dans la grande poche du travail après la guerre. Maintenant, on est sur le patrimoine. Quand je présidais la Fondation pour la recherche médicale, j'ai fait revenir les gens de l'INSEE pour savoir quelle était la poche de vivier et mes donateurs. 420 000, j'en avais. Ils m'ont dit, Madame Lajoanine, vous n'avez pas de souci. Fin 2015, vous aurez plus de seniors, plus de personnes qui vont rentrer dans les 60 ans que de personnes qui vont rentrer dans les 20 ans. Alors j'ai dit oui, donc un senior va naître toutes les 37 secondes et un junior toutes les 42 secondes. Ma question, elle est simple. Ne croyez-vous pas, et vous l'avez très bien dit, madame, être visible, à la fin de la guerre, certes, il y avait tout ce que vous venez de dire, magnifique, mais il faut sortir du cadre. À la fin de la guerre, ils n'arrivaient pas à financer tous les soins pour les gueules cassées. Ils ont fait de la loterie pour la gueule cassée. Et ça a été extraordinaire parce que ça a rendu visible et ça a amené beaucoup d'argent. Donc, ne croyez-vous pas qu'il faut sortir du cadre et aller inventer véritablement des actions qui vont répondre non seulement à tout ce que l'intelligence artificielle, etc., mais encore répondre, en plus du cartésien, faire du pascalien. Merci. Merci. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Brigitte Pisa, alors c'est plutôt une intervention. En fait, je vous ai trouvé hyper anxiogène.
Voilà. Et je trouvais qu'à la fin de tout ce qu'on avait eu comme message d'espoir, finalement, c'était... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a un petit peu heurtée. Plusieurs choses. Déjà, sur la dépendance, ce qu'il faut dire, c'est que oui, on a tiré la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, la question du financement, elle doit se poser, à mon sens, dans un seul terme. Un retraité dépendant, dans notre système de retraite par répartition, touche toujours sa retraite. Donc, ce sont les actifs qui portent cette responsabilité financière. Donc, la dépendance ne peut pas être financée. La dépendance en tant que telle peut difficilement être financée par les actifs. Donc, il faut trouver une autre source de financement. Et cette autre source de financement, ce que l'on ne veut pas dire, et vous avez raison, monsieur, il y a des choses qu'on ne dit pas, c'est peut-être que les retraités qui vivent aujourd'hui beaucoup plus longtemps en bonne santé, ce qui a été quand même la réussite aujourd'hui en France, puisqu'on a les retraités de l'OCDE les mieux rémunérés, peut-être qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de est-ce que la dépendance qui vient 20 ans après statistiquement le départ en retraite, ne devrait pas être financée par les retraités eux-mêmes. Et ça, c'est politiquement absolument inentendable aujourd'hui. Mais ça peut peut-être faire partie du contrat social que l'on doit reposer, parce que ce qu'on a fait dans les années, en 1945, c'est peut-être le moment aujourd'hui de se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer, ou en tout cas l'adapter à la société telle qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce qu'on va y arriver ? Oui. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, madame, c'est que vous dites que l'élection présidentielle, c'est un bon moment pour parler de la retraite. Moi, je crois qu'il faut décorréler tout ce qui pourrait être une éventuelle réforme des retraites, donc éventuelle réforme d'un contrat social qui est aujourd'hui un peu en fin de course, avec un agenda politique. Parce que la réforme des retraites, c'est un marqueur de courage politique. Ça n'est absolument pas la question fondamentale qu'on doit se poser. Est-ce que le système de retraite tel qu'on l'a conçu après la guerre est aujourd'hui encore viable, et viable surtout sur le long terme? Et qui peut, je pense, évaluer ou en tout cas projeter ce que sera la société active de demain? C'est les salariés et leurs représentants, c'est une syndicaliste qui vous parle, et les entreprises. Parce que les entreprises qui produisent, elles ont une temporalité longue. Et donc, elles sont capables de voir ce que sera la société économique de demain. Peut-être pas les sociétés de services, ce n'est pas la même chose. Mais l'industrie, c'est la partie industrielle de notre économie, c'est celle qui est capable de réfléchir et d'anticiper ce que sera la société de demain, et donc celle qui participera à la construction d'une protection sociale sûrement plus universelle, mais en tout cas un tout petit peu différente de celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, est-ce que sur la méthode, il faut être pascalien ou cartésien, et est-ce qu'il faut faire payer la dépendance aux retraités? Qui veut se lancer? Ce sera les dernières réponses. Merci pour ces questions. En un mot, alors moi je pense que l'élection présidentielle, c'est le moment de poser un projet, pas forcément la retraite. Au contraire, surtout pas, ne pas focaliser sur quelque chose qui est paramétrique. En revanche, c'est le moment où il faut avoir une discussion, et effectivement, c'est très difficile parce que les politiques n'aiment pas ce genre de couperet. Et pour répondre à votre question, est-ce que les retraités devront payer? Effectivement, moi je pense, alors je ne pourrais pas développer là, vraiment je vais faire très rapidement, il y a une part qui relève de la solidarité nationale, et tout le monde a le droit au secours de la solidarité nationale pour l'accès à la santé et une protection économique minimum. Et que pour le reste, il est de la responsabilité de chacun, et c'est l'idée de notre concept d'État prévoyant, c'est que ça s'anticipe, ça se construit. Donc, ce n'est pas forcément moins coûteux pour chacun, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on paye beaucoup, on s'appauvrit pour des services dont certains ne bénéficient pas. Pensez à tous ceux des classes moyennes qui habitent dans des déserts médicaux. Ils financent pour la santé qui, normalement, à laquelle ils devraient avoir droit, et ils n'ont pas. Donc, demain, tout ça aura un coût, mais par contre, on pourra se l'organiser, l'avoir à sa main, le faire dans le cadre de la mutualisation, et on participera par l'impôt à la solidarité nationale, et on dépensera pour organiser dans un cadre mutualisé et régulé par l'État à sa protection sociale. Donc il y aura une dimension contributive, commutative pour prendre un terme juridique.
Très rapidement, en 2 mots, oui et oui. C'est-à-dire, je pense que vous avez raison, madame, il faut faire et du cartésien et du pascalien. Et c'est vrai qu'on est peut-être, pour ma casquette de fonctionnaire, moins mauvais sur le cartésien que sur le pascalien, mais c'est sûr que sur cette question-là, si on arrivait à créer un élan, typiquement comme on a su le faire après la guerre, alors les loteries des années 2020, et quelque chose de très positif par rapport à ça. Il y a une telle énergie, une envie dans le pays que si on arrivait à libérer cette énergie-là d'une manière ou d'une autre, ça serait je ne pense pas une substitution, mais un complément à un système plus large, plus traditionnel français cartésien. Et après, là, pour le coup, je serais en désaccord sur oui, il faut que les retraités, il me semble-t-il, de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative que les solliciter, en tout cas ceux qui peuvent, pour financer la dépendance. En fait, c'est la même réponse que le patrimoine, hein, parce que 68% du patrimoine français est détenu par les retraités. Donc, bon, ça boucle. C'est quasi la même réponse. En revanche, je pense qu'on ne s'en sortira pas, et juste en 10 secondes, on a besoin d'une grande explication politique au sens noble du terme, entre Français, sur notre avenir, nos choix, nos priorités. Et alors si ce n'est pas la présidentielle, ça peut être un référendum ou des référendums, mais en tout cas, ça concerne tout le monde, pas que les salariés. Pas que les salariés. Les salariés, c'est la moitié des travailleurs, c'est 1 Français sur 4, donc qu'est-ce qu'on fait des 75% restants? Et c'est, pardon de le dire comme ça, trop important, et c'est un ancien négociateur interprofessionnel qui vous parle, c'est trop important pour être laissé aux partenaires sociaux. Il s'agit de l'intérêt général de la France et de son avenir, et donc on ne peut pas laisser ça juste au patronat et aux syndicats. Merci, j'espère que cette matinée aura permis de faire avancer le débat. Merci à tous.